Si le team essaye de reconstituer son parti, les partis opposants ayant déposé leur dossier au ministère de l'Intérieur sont loin de s'entendre à défaut de consensus sur la nomination de leur président. Après le mois de septembre, les guichets uniques seront mis en place pour l'exportation de produits. L'objectif est de réduire le va-et-vient des opérateurs économiques dans la préparation de leur dossier d'exportation. Aucune pression internationale n'empêchera Israël de frapper les terroristes, a martelé le Premier ministre israélien alors que son pays mène une grande offensive contre le Hamas à Gaza. Le bilan est désormais de 125 morts côté palestinien depuis le début de l'offensive israélienne mardi dernier. Avec Philips, entrez dans un monde de rire, de frissons, d'émotions, de sensations. Vivez le grand spectacle de la Coupe du Monde avec la série 9000 de Philips, la Smart TV à écran 65 pouces Smart, LED Ultra HD. CDF, une garantie de qualité. Bonsoir à tous, bienvenue et merci de nous rejoindre sur Cool TV pour ce journal en français. Et puis à la une ce jour, c'est le dispositif légal malgache lui-même qui est à la source des problèmes du retour de l'ancien président Marc Ravalomanana. Le gouvernement actuel ne peut faire une demande d'extradition. Par ailleurs, la prise en charge de son passeport par la SEDEC et l'Union européenne a des dessous politiques, affirme un juriste. Reportage de Nadjan Rajanson. Marc Ravalomanana est prêt de comparaître devant la justice malgache. Impossible, explique un juriste. Le tribunal a condamné l'ancien président sur la base de textes datant de la transition. Un fait difficile à réaliser, affirme un juriste, en raison de la période où la loi a été sortie. Par ailleurs, il n'y a pas de coopération judiciaire entre l'Afrique du Sud et Madagascar. Le gouvernement actuel ne peut donc demander son extradition, affirme le juriste Raniarnous Armanan. Les poursuites judiciaires engagées par les victimes du 7 février contre Ravalomanana ne lui permettent pas de quitter l'Afrique du Sud, même si la V7 ou Association des victimes du 7 février a été adressée auprès de la Cour pénale internationale. La prise en charge du passeport de Marc Ravalomanana par la SADC et l'Union européenne couvre un micmac politique, dénonce le juriste Rani Arnous. Selon les lois malgaches, seule la justice malgache et le ministère des Affaires étrangères peuvent prendre en main la question du passeport, affirme-t-il. La situation avantage le parti Tiku Madagascar ou TIM car elle lui permet de gripper le processus électoral et de gagner du temps pour se refaire des forces avant le scrutin. Le retour de Ravalomanana faisant partie des éléments de la stratégie de propagande du parti TIM. Si le team essaie de se reconstituer, les partis dits de l'opposition sont en pleine guerre de leadership, faute de consensus sur leur président. Des précisions de Gaëtan Leslav. Les plateformes politiques et les mouvances qui soutiennent la cause de l'ancien président Marc Ravalomanana ont accepté de reconstituer le parti TIM, leur parti d'origine avant la crise. Les Anagdad, le Mamafsou, entre autres, sont désormais des teams. Un comité de l'union du parti a mis en place pour la réconciliation. Le président du parti Mamafsou, Radzemson Rakutmahar, a noté qu'il est primordial de commencer la réconciliation au niveau des partis. Il sera plus aisé de la réussir au niveau de la nation. De l'autre côté, les partis qui se disent d'opposition n'arrivent pas à s'entendre sur le nom de celui qui sera choisi comme chef d'opposition. La plateforme de l'opposition de Madagascar revendique la publication du décret d'application de la loi pour organiser la nomination du chef de l'opposition.
Rakut Malala Henry du parti Tsaradzour a noté que le poste de chef d'opposition doit être attribué à quelqu'un qui est capable d'émettre des critiques constructives sur les actions du régime actuel. Une personne qui a une vision claire sur le développement des collectivités territoriales décentralisées. Et enfin, il doit être motivé par l'amour de sa patrie. Après 2009, le team a éclaté à cause des problèmes de papier et de désaccords au niveau du parti. La décision des responsables sur l'opposition est encore attendue. L'AGOA exige le respect des droits de l'homme dans le monde du travail, mais les anciens chômeurs qui se sont reconvertis dans le petit commerce informel veulent rester dans la rue. Les conditions de travail seraient trop dures dans les zones franches. Le groupement des entreprises franches de Madagascar, ou GEFP, affirme que leur secteur offre le même environnement du travail que dans les autres sociétés privées, mais qu'il y a toujours, comme partout ailleurs, des responsables de proximité qui jouent au petit chef et profitent des travailleurs sans défense. Nyandra Jenarsou. La rémunération mensuelle d'un employé des zones franches à Madagascar varie entre 60 000 ariars et 100 000 ariars en fonction des objectifs de production. L'exclusion de Madagascar du régime préférentiel sous la loi américaine dite de l'AGOA en 2009 a jeté dans la rue près de 35 000 employés et agents. La crise du textile a ainsi entraîné l'explosion du petit commerce informel, un des très gros problèmes d'Antananarivo. À part certaines zones franches, d'autres industries sont aussi concernées par la transgression des droits de l'homme, révèlent les responsables du GEFP. Les patrons d'entreprises membres ont mis en place une structure surveillance et d'assurance sociale. Toutefois, l'univers très concurrentiel pousse les unités à produire à grande puissance. Le GEFP doit exercer une stricte surveillance sur le respect des droits du travailleur. Le projet d'assainissement de la ville d'Antananarivo continue de se heurter aux problèmes des emplacements et de répartition, notamment à Analakeli. La rue qui sépare l'esplanade et les pavillons historiques a été désaffectée pour installer des petits marchands. Ces derniers viennent d'être contraints de quitter les lieux. Selon les informations, leurs activités ont quasiment coulé les commerces des pavillons. Incompréhensible alors que des milliers de femmes malgaches expatriées souffrent, voire meurent à l'étranger, victimes de maltraitance. Jean de Dieu Maharinte, ministre de la fonction publique, du travail et des lois sociales, joue encore à l'annonce de placement. Il annonce vouloir autoriser la migration de quelques 100 000 malgaches supplémentaires à l'étranger. Reportage. L'ancien ministre Taberarange Manantsu avait déjà travaillé sur le projet alors que des femmes mouraient au Liban, au Koweït, en Arabie Saoudite ou en Chine. Son successeur, Maharinte Jean de Dieu, prend le relais et va autoriser 100 000 personnes à émigrer. Le syndicat des professionnels diplômés en travail social, ou SPDTS, lance un appel pour la protection des Malgaches qui travaillent à l'étranger. Au cours des 5 derniers mois, plus d'une trentaine de Malgaches sont rentrés de l'extérieur dans un cercueil. Nombreux encore souffrent de déficience mentale à leur retour au pays. D'autres qui ont pu revenir sains et saufs n'ont pas été payés et rentrent les mains vides. La responsable du SPDTS, Nourtine Janoda, n'a pas caché son scepticisme sur le sort des 100 000 Malgaches qui seront envoyés à l'étranger. Ceux qui sont encore sur les lieux se plaignent de leurs employés. Ils n'ont même pas $1 sur eux, alors qu'on leur a promis plus de 150 à $200 par mois, a-t-elle noté. Le syndicat oriente leurs actions sur la réinsertion scolaire ou professionnelle des victimes de maltraitance à leur retour au pays, mais ces mesures demeurent insuffisantes. En général, 50% des plaintes reçues par le SPDTS portent sur le non-respect des clauses initiales du contrat passé entre l'employeur et l'employé par l'entremise d'agences de placement. Arrivées sur place, les futures victimes sont dépouillées de leur passeport et ne peuvent plus appeler à Madagascar pour crier au secours ou dénoncer les maltraitances dont ils sont victimes. D'après les statistiques, le syndicat reçoit au moins plus de 30 appels en urgence par jour. Si jusqu'ici les pays de la péninsule arabique sont réputés les plus dangereux pour les travailleurs immigrés, des cas similaires sont aussi enregistrés en Chine et en Allemagne. La responsable du SPDTS, Nourtine Janoda, révèle que des jeunes étudiantes rejoignent l'Allemagne,
pays pour devenir fille au père. Elle dénonce subir des violences physiques. Des jeunes femmes partent en Chine pour devenir serveuses et y sont victimes de mariages forcés. Et les hommes ne sont pas épargnés. Une source proche du syndicat a signalé que les hommes sont entassés dans des conteneurs sur l'axe nord de la Grande Île. Le mois février dernier, une Malgache rentrée du Koweït a été au centre des actualités. Quelle garantie offre l'État à ces 100 000 Malgaches qui vont risquer la mort pour chercher du travail ? Depuis 3 ans, le bilan est devenu si lourd que l'on s'interroge sur l'intérêt de l'État à pousser la jeunesse de Madagascar à courir au suicide. Également dans l'actualité, après le mois de septembre, des guichets uniques seront mis en place pour l'exportation de produits. L'objectif est de réduire le va-et-vient des opérateurs économiques dans la préparation de leur dossier d'exportation. Cette décision a été prise en Conseil de gouvernement cette semaine. Sidjak Ravouniarson. Les guichets uniques font partie de la politique du ministère du Commerce afin de faciliter l'exportation à Madagascar. Jusque-là, la multitude de pièces de dossiers à fournir constitue un frein pour la fluidité du flux de l'exportation. D'où l'idée du guichet unique. D'après Léonel, directeur général du commerce extérieur, toutes les formalités pourront être accomplies à leur niveau. Une réunion y afférente s'est tenue à Mantassou avec la participation de tous les ministères concernés par les activités d'exportation. La préparation des dossiers par la voie numérique sera la prochaine étape. Le directeur général du commerce extérieur affirme qu'il y aura un atelier national de validation le 10 septembre prochain. Les guichets uniques devront être mis en place après le mois de septembre. Et voilà, on passe aux actualités internationales. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré hier qu'aucune pression internationale n'empêcherait son pays de frapper les terroristes lors d'une conférence de presse au ministère israélien de la Défense. Des propos qui matérialisent la grande offensive lancée par Israël contre le Hamas à Gaza et qui a fait plus de 100 morts en 4 jours. France 24. Benjamin Netanyahou a prévenu, aucune pression internationale ne l'empêchera de frapper. Et malgré l'offre de médiation proposée par Barack Obama, le Premier ministre israélien continue son offensive sur la bande de Gaza. Les raids aériens se poursuivaient ce samedi matin sur l'enclave palestinienne. Aucun des deux camps ne semble aujourd'hui prêt à une trêve et les victimes s'accumulent. Près de 120 Palestiniens ont perdu la vie ces 5 derniers jours et les haines s'exacerbent. En Cisjordanie, des affrontements ont éclaté dans la nuit à Kalandia, à 15 km au nord de Jérusalem. Des hommes ont jeté des pierres et des cocktails Molotov sur les soldats israéliens qui ont répondu avec du gaz lacrymogène. Direction Irak pour terminer ce journal. Le torchon brûle entre Bagdad et Erbil. Dans un double attentat, au moins 28 personnes ont été tuées dans la région autonome du Kurdistan irakien, à Kirkouk. Hier, dans la même région, les Kurdes irakiens se sont emparés de 2 champs pétroliers d'un rendement d'environ 400 000 barils par jour. Par ailleurs, la perspective d'union nationale pour faire face à l'offensive djihadiste sunnite s'éloigne. Reportage de France 24. Ce champ pétrolier de Kirkouk est désormais aux mains des soldats kurdes, tout comme celui de Bey Hassan dans la périphérie de Kirkouk. Par ailleurs, les ministres kurdes suspendent leur participation au gouvernement d'Al-Maliki. C'est donc un pas supplémentaire dans la crise politique qui vient d'être franchie. Il y a quelques jours, Bagdad accusait les autorités kurdes d'abriter des insurgés. À ces tensions politiques s'ajoute une crise humanitaire dans le nord de l'Irak. À Sinjar, ville contrôlée par les Kurdes, plus de 58 000 déplacés s'entassent dans des bâtiments publics. Tous ont fui l'avancée des insurgés. Les autorités kurdes sont dépassées. La province de Sinjar a accueilli quelques familles. Nous avons ouvert les écoles, les mosquées et les églises pour accueillir les personnes déplacées dans toutes les régions de la province. Des déplacés contraints de rester sur place, malgré la présence à quelques kilomètres de là des insurgés. Impossible pour eux de gagner d'autres provinces du Kurdistan. Le gouvernement autonome en interdit l'entrée aux non-kurdes.
Et voilà, restez avec nous. Tout de suite après ce journal, le magazine de la rédaction à la ligne, présenté par Michela Ranardzon, suivi de la Team mondiale 2014. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Et puis voilà, toute l'équipe vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.